Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre des entrepreneurs de France, cette REF Monde, pour décrypter les enjeux, les défis du monde auxquels nous sommes confrontés. Il faut dire que cette rencontre tombe à pic, 10 jours à peine avant le grand sommet des véritables maîtres du monde, le G7 en Grande-Bretagne, suivi d'un sommet extraordinaire de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, et une rencontre entre les Européens et les États-Unis à Bruxelles également. Notre rencontre tombe donc à pic. C'est un sommet avant le grand sommet qui va nous permettre effectivement de décrypter les enjeux avec une question fondamentale qui est posée aujourd'hui. Faut-il s'attendre à une confrontation entre la Chine et les États-Unis? Comment l'Europe peut-elle se positionner dans ce match du siècle et que faut-il attendre de l'Amérique de Joe Biden? Le monde est donc en pleine recomposition, on le voit bien avec de nouvelles alliances, de nouvelles tensions. On parle beaucoup de la mer de Chine en ce moment, de l'Indo-Pacifique et la persistance des conflits en Ukraine, en Méditerranée ou on l'a vu encore en Biélorussie. Peut-on s'entendre avec la Russie, avec la Turquie? Autant de dossiers chauds avec en toile de fond la pandémie qui a tétanisé la planète. Nous allons rejoindre dans quelques instants Jean-Yves Le Drian pour une conversation. Nous irons aussi à Pékin, à Rome avec Enrico Letta, l'ancien président du Conseil. Nous irons à Saint-Pétersbourg, en Russie, et aussi évidemment à Bruxelles. Mais d'abord, je voudrais accueillir Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là, Monsieur le Président. D'abord, une référence à ce titre, La Nouvelle Guerre des Mondes. Ça nous rappelle évidemment le roman de science-fiction d'Herbert George Wells, publié à la fin du XIXe siècle. Mais en ce début du XXIe siècle, on évoque une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Alors, je vous pose directement la question, est-ce qu'il faut être inquiet de cette confrontation possible? Inquiet, peut-être pas, mais en tout cas lucide, réaliste. On a choisi un titre évidemment un peu provocateur, littéraire, je vais dire, pour attirer les auditeurs, mais il y a évidemment un fond de vérité, vous l'avez d'ailleurs assez bien décrit dans l'introduction. En gros, si on fait un peu un flashback 30 ans en arrière, ou oui, presque 30 ans maintenant, si on se replace, quand on a fait rentrer la Chine dans l'OMC, beaucoup d'entre nous, beaucoup des décideurs économiques, politiques, Bill Clinton le premier, étaient persuadés que faire rentrer la Chine dans l'OMC, c'était au fond par ce que Montesquieu appelait le doux commerce, faire en sorte que tout le monde, la Chine, évidemment les pays de l'OCDE occidentaux, mais aussi tous les autres puissances, aillent harmonieusement vers un chemin de démocratie à l'occidentale, de commerce à l'occidentale et vers une sorte de paix généralisée. Bon, et c'est pas ça qui s'est produit, c'est même presque l'inverse, puisqu'on a vu effectivement la Chine aller vers un régime d'économie de marché, mais au contraire, et surtout depuis la montée en puissance de Xi Jinping, manifester une volonté de puissance, alors d'une manière chinoise, si j'ose dire. Hein. Les Chinois, c'est des joueurs de Go, c'est pas des joueurs d'échecs, donc ils ont une tactique presque d'encerclement. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire au MEDEF, si vous voulez, ici, c'est plus d'éclairer les perspectives des entrepreneurs, notamment de ceux qui, évidemment, travaillent à l'étranger, de leur dire que l'époque de la mondialisation heureuse, insouciante et naïve est terminée, mais que pour autant, il ne s'agit pas de se dire qu'on rentre dans une guerre froide. La guerre froide, c'était une autre époque où il y avait quand même des tensions militaires très fortes. Là, on est dans un entre-deux, je pense, où la compétition économique est une autre forme d'affrontement entre les puissances. Alors, vous dites justement un entre-deux qui inquiète les Français. Je vous propose de découvrir le sondage IFOP qui a été réalisé pour cette REF Monde. Un sondage qui va montrer l'inquiétude des Français, puisque 3 Français sur 4 se disent inquiets sur la place de la France dans le monde. En particulier les personnes âgées, un peu moins les jeunes, mais tout de même une inquiétude réelle que l'on perçoit dans ce sondage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas complètement une surprise. D'ailleurs, c'est pas simplement lié aux affrontements entre les superpuissances. C'est depuis 30 ans un déclin de notre économie lié quand même à des facteurs de compétitivité objectifs. Je ne vais pas, vous réciter le catéchisme MEDEF, si j'ose dire, sur les problèmes que pose le contexte fiscal, social et bureaucratique français.
mais aussi peut-être à des choix qu'on a fait collectivement, notamment la désindustrialisation, le faible effort porté sur la recherche et notre système éducatif. Donc, oui, il y a une forme de déclin français. Je pense qu'il est exagéré dans ce sondage parce que c'est vrai que nos concitoyens parfois se complaisent, et peut-être quelquefois les entrepreneurs, plutôt moins que la moyenne, dans une forme de, j'allais dire, d'auto-flagellation et de pessimisme. Il y a aussi des raisons entre guillemets, d'espérer dans non pas la Renaissance française, mais en tout cas une forme de conquête à l'international. Mais ce qui est sûr, c'est que ne pas progresser, ne pas investir, ne pas conquérir des marchés, c'est décliner dans un monde qui est en très forte croissance économique. On le voit d'ailleurs à la sortie de la pandémie. Alors, Joe Biden est au pouvoir maintenant depuis plus de 100 jours. Il a plutôt bien réussi. On parle même de Biden-mania en Europe. Que faut-il attendre de Joe Biden? Est-ce que finalement, l'America First, c'est fini? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une certaine illusion de la part des Européens? Oui, je crois que, évidemment, il y a plein de choses positives pour l'Europe et pour le monde d'ailleurs, de l'arrivée de Biden. Il a un style évidemment très, très différent, un rapport avec la vérité un peu plus proche de ce qui sont nos valeurs. Et puis, il y a ce retour dans l'accord de Paris qui est majeur pour la planète. Pour autant, la politique à la fois America First, relativement isolationniste et parfois très agressive avec ses voisins des États-Unis, ne date pas de Donald Trump. Elle date de bien avant, elle a commencé sous Obama. Les affaires qui ont été remises sur le devant de la scène médiatique d'espionnage de la NSA des dirigeants européens ne sont pas le fait de Trump. Enfin, elles ont commencé bien avant. Donc, vous savez, c'est dans cette compétition économique, on n'a pas des amis à 100%. On a des cercles concentriques d'alliances. Donc, on est proche de nos voisins européens, mais de temps en temps, on a des moments de compétition. On est évidemment plus proche des Américains que d'autres continents, mais il est évident qu'on n'est pas alliés partout et surtout. Et donc, il faut avoir avec les États-Unis une relation de confiance, une relation de proximité, partage quand même un certain nombre d'idéaux démocratiques, mais sans naïveté et sans illusion. Et c'est là où l'Europe doit, d'une manière ou d'une autre, affirmer non pas sa puissance, mais sa volonté d'indépendance, de souveraineté. Est-ce que c'est la fin des guerres commerciales avec les États-Unis ou pas? Et qu'est-ce que vous attendez du sommet de Bruxelles où on va voir le dialogue Europe-États-Unis? C'est la fin des oukases à la Trump où du matin au soir, on a des nouvelles taxes sur les huiles, sur le vin, etc., etc. Pour autant, Airbus est toujours face à Boeing, et Boeing est toujours l'enfant chéri de Washington, et toujours privilégié par Washington. Le Buy American Act n'a pas disparu. Ce qui est sûr, c'est que les Américains ont toujours été assez habiles dans leur manière d'utiliser notamment les normes ou les règlements pour habiller une sorte de protectionnisme qui ne dit pas son nom. Moi, je trouve que j'exporte, figurez-vous, de l'huile d'olive et des produits agroalimentaires aux États-Unis. La FDA, donc la Food and Drug Administration, change les normes d'étiquetage au dos des produits pratiquement tous les 6 mois. Alors, ça n'est pas une barrière tarifaire, ça n'est pas répréhensible par l'OMC, et pour autant, je peux vous assurer que pour des PME européennes, c'est un vrai impact. Donc, il faut arriver à trouver ce que moi j'appelle le juste échange. On reste au MEDEF et on n'est pas tombé, les enfants diraient, du mauvais côté de la force ou du côté obscur de la force. On n'est pas devenu isolationniste ni autarcique au MEDEF, je vous rassure, et je rassure les gens qui nous écoutent. Mais un échange qui crée de la valeur des deux côtés des pays ou des continents qui échangent, c'est un échange qui est fait avec des règles réciproques et justes. Donc, c'est vrai pour les États-Unis, c'est aussi vrai pour les Chinois qui ont une économie massivement subventionnée dans beaucoup de secteurs et qui donc ne jouent pas exactement avec les mêmes règles du jeu que nous. Donc, on doit pouvoir trouver des termes d'échange avec toutes les puissances commerciales, mais à condition que l'Europe soit en capacité de se faire respecter sur la scène internationale. Alors bien sûr, on pense à la pandémie qui n'est pas finie, malgré les succès de la vaccination qui progresse dans les pays occidentaux, pas suffisamment dans le reste du monde.
C'est un wake-up call pour les Européens, pour les Français. Et est-ce que vous pensez que, alors que personne n'avait vraiment anticipé cette pandémie, est-ce qu'on en est mieux préparé pour celles qui viendront plus tard? Alors, est-ce que c'est un wake-up call? Oui, puisqu'on a quand même, ça a remis au fond sur le devant de la scène des politiques français, la désindustrialisation du pays, notamment en matière de pharmacie. On a découvert qu'on ne fabriquait plus de paracétamol en France et en Europe. Mais on a aussi découvert, alors là c'est à la sortie de la pandémie, que tous les constructeurs automobiles mondiaux, et à commencer par nos constructeurs français, dépendaient d'un seul fabricant de nanopuces à Taïwan, le fameux fabricant TSMC ou TSMC, oui c'est ça. Donc il y a, ça a permis au fond de mettre cette idée d'autonomie stratégique sur le devant de la scène. Et ça, d'une certaine manière, c'est plutôt bonne chose. Est-ce qu'on sera préparé pour la prochaine pandémie? C'est difficile de répondre parce que, par construction, ce genre de scénario, c'est le signe noir. C'est-à-dire qu'on prépare des tas de scénarios, mais c'est jamais celui qu'on a prévu qui arrive. En tout cas, je pense que ça remet peut-être sur le devant de la scène la nécessité d'avoir une sorte de planification stratégique au niveau des États. Alors, il ne s'agit pas d'économie planifiée, hein. Le rôle d'un État moderne, c'est d'essayer de prévoir au-delà du cycle électoral quels sont les scénarios possibles. C'est ça que nous, on n'est pas défavorable au retour, non pas du plan, mais d'un outil de réflexion stratégique pour se dire c'est quoi les grands domaines où la France ou l'Europe, je dis bien la France ou l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels la France doit être autonome. Construire un sous-marin nucléaire, on est le seul pays avec les États-Unis à être capable de produire un sous-marin nucléaire 100% avec des fabricants français, c'est du domaine de l'autonomie française. Mais il y a des sujets, les batteries électriques par exemple, où il faut probablement trouver des alliances, alors peut-être pas à 27, mais au sein de l'Europe. Donc c'est ça le rôle d'un État et c'est ça qu'on peut espérer que la pandémie va nous aider à faire. Justement, la relance arrive. Selon l'OCDE, elle sera plutôt bonne, malgré les risques de vent contraire. Est-ce que vous êtes confiant? Je vous propose de regarder à nouveau le sondage de l'IFOP, où l'on voit ce qu'en pensent les Français à nouveau. Et c'est assez intéressant, parce que lorsqu'on leur demande quelles sont les institutions les mieux placées pour faire face à la crise et pour la reprise, eh bien, regardez, ce sont les entreprises françaises qui sont privilégiées à 74%, avant le gouvernement, avant les Français eux-mêmes et avant l'Union européenne. Alors ça doit vous faire plaisir, mais en même temps, est-ce un peu préoccupant compte tenu du rôle joué par les États? Non, je ne crois pas. C'est une réponse de bon sens, me semble-t-il. C'est-à-dire que, comme je l'ai un peu dit, un État moderne, il doit s'occuper de créer un écosystème qui soit favorable à ce que les entrepreneurs entreprennent. Il ne s'agit pas que l'État entreprenne à la place des entrepreneurs. On sait que c'est la recette pour un désastre. Et donc, c'est à l'État, effectivement, il a un rôle à jouer. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'État n'a aucun rôle à jouer, de créer ce cadre favorable pour l'investissement, pour la recherche, pour la performance universitaire, pour la compétitivité. Et c'est aux entrepreneurs d'entreprendre et de conquérir les marchés. Je prends cet exemple que j'ai cité souvent. Aujourd'hui, une partie de la puissance aux États-Unis, elle vient bien sûr des GAFAM, et notamment de la puissance de Google, moteur de recherche numéro 1. Mais Google n'est pas né d'un plan calcul américain qui aurait été décidé à Washington. Google, il est né de ce mix incroyable de la qualité des universités américaines, de leur proximité avec le monde du capital risque. Il est né aussi du darwinisme du capitalisme américain, hein, il y a eu des centaines et des centaines de moteurs de recherche qui ont essayé de voir le jour. Il n'y en a qu'un qui a survécu. Et Washington, enfin le rôle de l'État central a été à la fois de faire en sorte que cet écosystème perdure, se porte bien, et aussi parfois sur certains projets de très long terme de mettre de l'argent très fortement. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur le vaccin Moderna, hein, c'est un bon exemple. Investir largement de l'argent public pour faire décoller des projets où l'horizon de retour est assez lointain. Un dernier mot sur l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de l'Europe puissance. Comment l'Europe aujourd'hui peut assurer sa souveraineté? Je crois d'abord qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite. Moi, je le vois au niveau des patronats européens.
en l'espace de quelques années, cette idée d'Europe puissance qui était un tabou pour beaucoup est en train de prendre corps. Je le vois d'ailleurs au niveau des Allemands, parce que le patronat allemand, historiquement, avec les 200 milliards d'exportation, enfin de soldes positifs à l'exportation, était loin d'être allant dès qu'on parlait de souveraineté, d'indépendance, d'autonomie stratégique. En gros, ils avaient peur finalement de rentrer dans une guerre commerciale. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui vient de pas mal d'éléments dans nos collègues patronaux et évidemment au niveau des gouvernements. Et c'est très bien incarné par le discours que tient Thierry Breton. Les dernières politiques qui ont été mises en place sur le digital, qui s'appelle DMA, DSA, qui visent à une sorte d'autonomie, notamment sur le cloud. Le projet Gaia X, c'est un cloud souverain, montre qu'il y a très clairement une prise de conscience et je pense que ça va dans la bonne direction. Alors, évidemment, c'est plus difficile à 27 parce qu'il y a des grands pays, des petits pays, il y a des pays qui ont la capacité de proposer des solutions, d'autres qui sont plus, j'allais dire, receiving end, enfin qui sont plutôt, comment dire, des réceptacles d'investissements étrangers, donc qui sont plus frileux. Mais on doit avancer dans cette direction-là. Alors, deux petites questions pour finir, rapidement. Vous êtes favorable à la taxe carbone? Est-ce que c'est un outil de souveraineté, justement? Et puis, un mot aussi de cette révolution annoncée aux États-Unis avec un impôt mondial sur les entreprises. Est-ce que ce sont deux bonnes idées, d'un côté pour l'Europe, de l'autre pour le reste du monde, pour l'ensemble du monde? Alors, au risque de surprendre certains, oui, le MEDEF est favorable à la fois à l'impôt mondial, alors, sous certaines conditions que j'expliquerai, et à la taxe carbone aux frontières. Alors, l'impôt mondial, pourquoi? Parce que on est rentré dans une compétition fiscale très forte qui, j'allais dire, nuit au fond à la compétition loyale et sincère. Et c'est vrai, évidemment, mondialement avec les paradis fiscaux, mais ça l'est aussi au sein de l'Europe quand certaines multinationales américaines numériques payent des impôts à 5 ou 6% en Irlande. Donc, on est, nous, favorables à ce qu'a proposé Biden. Le taux de 15% nous semble raisonnable. Il faut laisser une forme de compétition fiscale entre les pays, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes atouts. Donc, mettre son siège à Paris, c'est forcément plus intéressant pour d'autres raisons que la fiscalité. Il est logique que l'Irlande ou que d'autres pays puissent avoir un taux un peu inférieur. Mais si la moyenne OCDE aujourd'hui est à 23%, je crois, avoir un taux minimum à 15% nous paraît une bonne idée. Parce que aussi, l'impôt sur les sociétés, je le souligne, c'est le meilleur impôt sur les entreprises, puisque c'est un impôt qui est complètement proportionnel au résultat, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'impôts qu'on paye en France, donc qu'on appelle les impôts de production et qui sont basés sur le chiffre d'affaires. Ça ne résout pas tout, je le signale quand même, parce que le sujet de l'assiette de l'impôt, sur quoi est appliqué ces 15%, est évidemment presque aussi important. Sur la taxe carbone aux frontières, oui, c'est un peu la même idée du juste échange. Si on demande aux industriels européens de faire des efforts massifs de décarbonation, et c'est nécessaire, il y a forcément des coûts. Produire décarboné, ça coûte plus cher que produire carboné. Tout simplement parce que si ça coûtait moins cher, on l'aurait fait depuis longtemps. Et donc, si le ciment, si l'acier, si l'aluminium européen coûte 30 ou 40% plus cher à produire, pour des bonnes raisons, encore une fois, on soutient, nous, cet effort de décarbonation. Il ne faut pas que des industriels turcs, chinois, égyptiens, quelle que soit la nationalité, puissent entrer en Europe avec des produits carbonés, beaucoup plus fortement carbonés, qui non seulement, évidemment, ne sauveraient pas la planète, mais en plus détruiraient des emplois. Donc, c'est non pas une taxe protectionniste, c'est une taxe de juste échange qui équilibre. D'ailleurs, le nom réel, c'est pas taxe carbone, qui est le nom journalistique, c'est mécanisme d'ajustement carbone. Et effectivement, c'est un mécanisme d'ajustement qui dit, bah, écoutez, pour que tous ensemble, on participe au sauvetage de la planète et à la transition énergétique, chacun d'entre vous, qui soit simplement producteur en Europe ou importateur en Europe, paye le même prix du carbone. Très bien, merci Geoffroy Roux de Bézieux. On en parlera certainement au prochain sommet du G7 entre les présidents américains, français et les dirigeants européens. Mais justement, quelle est la place de la France dans ce contexte mondial extrêmement tendu? Je vous propose de rejoindre dans quelques instants Jean-Yves Le Drian,
qui, depuis le Quai d'Orsay, a enregistré une intervention que nous allons suivre ensemble. A tout de suite, dans quelques instants.